La solitude d'Angelina. La solitude d'une femme racontée par un homme. Prologue. La vision d'un homme élevé par une femme. Je n'aurai jamais la prétention de dire que je comprends ce que vivent les femmes. Je ne le peux pas. Mais je les ai regardées de très près. Je les ai aimées. Je les ai vues tenir debout quand tout en elles aurait eu le droit de lâcher. Et parfois, je les ai simplement entendues dans le silence. Si j'écris aujourd'hui, ce n'est pas pour parler à leur place, c'est pour dire ce que j'ai vu, ce que j'ai ressenti, ce que le monde regarde trop rarement. J'ai été élevé par une femme seule, une reine sans couronne, une femme qui venait de loin, d'une enfance dure, d'un monde qui ne lui a fait aucun cadeau. Elle a tenu, pas par héroïsme, par conviction, par amour. J'ai vu ce que ça coûte de rester debout quand personne ne regarde. J'ai vu la fatigue, le corps qui encaisse, le cœur qui continue malgré tout. Très tôt, j'ai compris que la vraie force ne faisait pas de bruit. Je l'ai vue chez une petite femme blessée, immense par ce qu'elle portait sans jamais le montrer. Plus tard, j'ai côtoyé d'autres femmes, dans l'amour, dans l'intimité, dans la proximité du quotidien. Je les ai vues se battre pour être désirables, pour être à la hauteur, pour être belles, solides, souriantes, même quand elles étaient juste épuisées. Je les ai vues porter plus que ce qu'on leur demandait et recevoir moins qu'elles ne donnaient. J'ai vu des femmes subir ce que peu d'hommes pourraient traverser sans se briser, les hormones, les naissances, la vulnérabilité du corps, le regard constant posé sur elles. Et malgré tout, avancer, avec une sensibilité et une intelligence qui compensent tout, qui transforment la douleur en dignité. Je suis profondément admiratif des femmes. Je les aime, je les respecte, et je ne m'en excuserai jamais. J'ai aussi vu leur solitude, celle dont on ne parle pas, celles qui existent même quand elles sont entourées, surtout quand elles sont entourées. Alors j'ai voulu raconter une femme, une seule, pour parler de toutes. Angelina n'est pas réelle, et pourtant, elle existe partout. Elle est la petite fille, la femme, la dame âgée embellie par des années de vie. Ce livre n'est pas neutre, il n'est pas objectif. C'est un hommage. Mon regard d'homme posé avec amour, avec respect. Parce que s'il est une chose que je sais, c'est que les femmes portent ce monde depuis toujours, souvent sans reconnaissance, et que parfois, la moindre des choses, c'est qu'un homme prenne le temps de se taire et d'écrire. Chapitre 1. La petite fille au bâton. Angelina est née à la campagne, dans un endroit paisible. À une époque où les hommes travaillaient la terre, les femmes tenaient la maison, et les enfants apprenaient très tôt à ne pas trop demander. La maison était petite. Le potager nourrissait juste ce qu'il fallait. L'argent manquait souvent. La tendresse, presque toujours. Son père parlait peu, et quand il parlait, c'était sec. Ses mots tombaient comme des pierres. Parfois, ses gestes aussi. Il n'était pas vraiment mauvais. Il était dur, usé, fermé. Il avait appris très tôt que la vie ne caressait personne. Sa mère était là, mais ailleurs, présente sans l'être vraiment. Elle faisait ce qu'il fallait. Elle cuisait le pain, elle lavait le linge, elle s'occupait du potager. Mais Angelina, jeune, pleine de vie, innocente, était ailleurs. Alors elle ne demandait rien. Elle jouait. Angelina adorait les bâtons. Tout ce qu'elle trouvait devenait autre chose. Une épée, une baguette magique, un cheval, un royaume. Dans sa tête, le monde était si vaste, beaucoup plus vaste que la cour de la maison. Elle parlait toute seule, elle inventait des histoires, elle donnait des noms aux arbres, elle faisait des alliances avec le vent. Personne ne l'écoutait vraiment, et ce n'était pas grave. Son innocence la protégeait. Quand son père criait, elle restait silencieuse. Quand sa mère se fermait, elle allait jouer pour s'évader. Quand la dureté du monde frappait à la porte, elle n'ouvrait pas.
Elle ne savait pas encore que ce silence, cette absence de geste, cette économie d'amour, laisserait un jour une trace. Pour l'instant, elle riait encore. Elle courait pieds nus. Elle revenait couverte de terre. Et le soir, elle s'endormait pour rejoindre son monde de rêve. Elle ne savait pas qu'elle apprenait déjà à se suffire à elle-même, et qu'un jour, ce qui l'avait protégée enfant reviendrait lui demander des comptes. Chapitre 2. Le corps qui s'éveille. Un jour, Angelina a ressenti que quelque chose avait changé. Pas d'un coup, pas avec des mots, avec le corps. Son corps n'était plus tout à fait le même. Il changeait à toute vitesse. Il saignait parfois. Il attirait des regards qu'elle ne comprenait pas encore. On ne lui avait rien expliqué. À la maison, on ne parlait pas de ces choses-là. Le corps était un outil, les émotions, un luxe inutile. Alors, Angelina a appris seule, comme toujours. À l'école, les autres filles parlaient, de leur mère, de leur père, de conseils chuchotés, de gestes rassurants, de règles expliquées sans honte. Angelina observait et écoutait, attentivement, en silence. Elle découvrait qu'il existait des mots qu'on ne lui avait jamais donnés, des attentions qu'elle n'avait jamais reçues, des évidences qui n'avaient jamais été les siennes. Et quelque chose a commencé. Pas un manque clair, un flou, une sensation étrange dans la poitrine. Les garçons ont commencé à la regarder, d'abord timidement, puis avec insistance. Angelina ne savait pas quoi en faire. Elle n'avait jamais appris à être vue, encore moins désirée. Alors elle a cru que l'amour ressemblait à ce qu'elle avait toujours connu à la maison, à un regard, à une attention brusque, à un intérêt soudain et primitif. Elle confondait l'amour et le désir, la reconnaissance et le geste brusque, le don de soi et l'attachement réel. Elle donnait facilement, trop facilement, parce qu'elle avait appris très tôt à ne rien demander. Alors, pour elle, c'était normal. Son corps changeait, son cœur aussi, mais personne ne lui avait appris à les écouter. À la maison, rien ne bougeait. Le père restait dur et distant. La mère restait absente, même quand elle était là. Angelina n'était plus une enfant, pas encore une femme, juste un entre-deux fragile. Elle observait les autres filles, celles qui semblaient sûres d'elles, celles qui savaient dire non, celles qui savaient ce qu'elles valaient. Elle doutait, souvent, sans savoir pourquoi. Elle pensait que c'était elle le problème, qu'il fallait faire plus, être plus jolie, plus gentille, plus arrangeante, comme les autres. L'adolescence est passée comme ça, dans la confusion, dans l'apprentissage silencieux. Quand elle est devenue jeune femme, Angelina avait déjà intégré une chose sans le savoir. Aimer, c'était se faire petite. Être choisie, c'était se plier. Être désirée, c'était se taire un peu. Elle avait manqué d'exemples, et ce manque-là, personne ne le voyait. Mais il allait désormais guider chacun de ses pas. Chapitre 3. L'amitié comme apprentissage. Les premières amitiés sont arrivées avant les grandes histoires d'amour, précisément une. Angelina s'est liée à Mathilde très vite. Elle était jeune, très extravertie, en quête de quelque chose sans savoir quoi. Mathilde venait d'un autre monde, un monde où il y avait de l'argent, des gestes tendres, des parents présents, des repas pleins, des vacances racontées avec évidence. Angelina observait tout ça sans jalousie, juste avec étonnement et curiosité. Et pourtant, Mathilde n'était jamais satisfaite. Elle se rebellait contre tout, contre ses parents, contre les règles, contre ce qu'elle avait. Rien n'était assez, tout était injuste. Angelina ne comprenait pas vraiment cette colère, mais elle suivait, parce qu'elle croyait déjà que l'amitié, comme l'amour, c'était s'effacer pour l'autre. Alors elle a suivi la rébellion de Mathilde, innocemment, sans en mesurer le sens. Un groupe s'est formé autour d'elle. Des sorties, des rires, des excès parfois. Angelina était là. Elle ne prenait pas vraiment de place. Elle s'adaptait toujours. Les premières histoires sont arrivées comme ça.
des garçons, des nuits, des gestes rapides, des fausses promesses. Elle se donnait vite, trop vite, comme on offre quelque chose en espérant être choisi. Et après, il y avait ce vide, toujours le même entouré, même dans le bruit, même au milieu des autres. Elle n'était pas à l'aise, pas vraiment elle-même, mais elle ne savait pas quoi être d'autre. Puis un jour, Mathilde est partie, à l'étranger, avec ses parents, sans prévenir, juste partie. Le groupe a changé, très vite. Angelina a senti les regards se détourner, les silences s'installer, les invitations disparaître. Elle était différente, trop calme, trop discrète, trop simple. Ils l'ont rejetée. Et ce rejet-là a été sa première vraie peine de cœur. Elle s'était donnée corps et âme, à l'amitié, au groupe, aux autres. Et on l'écartait comme si elle n'avait jamais vraiment compté. Quelque chose s'est brisé. Alors Angelina s'est retirée. Elle a cessé d'attendre. Elle s'est isolée. Elle a choisi une filière difficile, exigeante, dure, dans la finance. Non pas par passion, un peu par vengeance, surtout pour ne plus ressentir. Pour remplir le vide par l'effort. Pour combattre sa différence par l'excellence. Travailler, tenir, réussir. C'était plus simple que de ressentir la douleur et la solitude. Et sans le savoir, elle venait de poser les fondations de la femme qu'elle allait devenir. Chapitre 4. La femme efficace. Angelina est devenue une jeune femme sans jamais vraiment en prendre conscience. Elle avait fini ses études avec succès, brillamment. Le travail était devenu son refuge, son moyen de ne jamais ressentir. Elle montait les échelons vite, très vite, parce qu'elle ne doutait jamais quand il s'agissait d'agir, parce qu'elle tenait, parce qu'elle encaissait. Elle a fini par devenir directrice financière d'une entreprise internationale, un poste clé, exigeant, avec beaucoup de responsabilités. Là, elle savait quoi faire. Décider, analyser, anticiper, tenir. Son efficacité est devenue son identité. Angelina était reconnue, respectée, crainte parfois. Dans ce monde-là, elle ne manquait de rien. Dans sa vie personnelle, c'était autre chose. Elle n'avait aucune conscience de sa valeur. Elle n'avait finalement jamais appris à se voir autrement qu'utile. Alors, dans les rares relations sérieuses qu'elle a connues, elle ne s'ouvrait pas. Elle faisait passer le travail avant tout, avant les émotions, avant les liens. Les hommes se sentaient vite aspirés par cette femme ambitieuse mais inaccessible. Certains fuyaient, d'autres s'accrochaient par défi. Cela la fascinait moins, il l'inquiétait davantage. Rien de tout ça n'était glorieux, mais elle compensait, par le travail, par l'action, par le mouvement permanent. Elle tissait des relations superficielles, des amitiés sans profondeur, des échanges polis. Elle portait parfaitement le masque social de la femme séduisante à qui tout réussit. Et personne n'en doutait. Personne ne voyait qu'au fond, c'était une toute autre histoire. Angelina évitait constamment de ressentir le vide, la solitude, ses émotions de manière générale. Elle remplissait ses journées, ses soirées, ses semaines. Toujours occupée, toujours pressée. Parfois, elle agissait avec impulsivité, parfois avec inconscience, mais elle avançait. Jusqu'au jour où tout s'est arrêté. L'entreprise a vacillé, une faillite brutale, sans appel. Du jour au lendemain, Angelina n'avait plus rien à gérer. Plus d'équipe, plus de décisions urgentes, plus d'objectifs à atteindre, plus d'excuses. Pour la première fois depuis longtemps, elle s'est retrouvée seule, face à elle-même, face à tout ce qu'elle avait fui pendant des années, face au vide laissé par l'identité qu'elle s'était donné tant de mal à construire. Et elle a compris que ce vide qu'elle avait toujours contourné n'avait jamais disparu. Il l'attendait. Chapitre 5. Le temps vide.
Angelina avait suffisamment d'économies pour ne pas retravailler tout de suite. Objectivement, tout allait bien. Mais intérieurement, c'était une autre histoire. Ne plus être active l'effrayait plus que tout. Les journées sans horaire précis lui donnaient le vertige. Le silence lui pesait. L'inactivité lui semblait dangereuse. Alors elle s'est remise à chercher, tout de suite. Elle envoyait des candidatures, passait des entretiens, enchaînait les rendez-vous sans arrêt. Mais quelque chose bloquait. Son parcours était trop solide, son expérience trop lourde, ses compétences trop chères. Les entreprises hésitaient, puis refusaient poliment. Angelina ne comprenait pas. Elle avait fait en sorte de toujours être choisie, de ne plus jamais être rejetée comme dans son enfance grâce à son indispensable efficacité. Cette fois, non. Alors elle s'est acharnée, comme elle l'avait toujours fait, jusqu'à l'épuisement. C'est à ce moment-là que son compagnon lui a proposé de partir. Quelques mois, sur une île, pour se reposer. Se reposer. Elle ne savait même pas ce que ça voulait dire. Et puis il y avait autre chose. Passer autant de temps avec un homme qu'elle connaissait finalement si peu, alors qu'ils étaient ensemble depuis presque 2 ans. Mais elle n'avait plus vraiment d'option. Alors elle a accepté, en se disant qu'en vacances, il y aurait sûrement des choses à faire, des activités, du mouvement. Les premiers jours sur l'île ont été étranges, trop calmes. Les heures s'étiraient, les silences aussi. Et plus le temps passait, plus Angelina découvrait cet homme qu'elle n'avait jamais vraiment pris le temps de connaître. Il parlait beaucoup de lui, de ses besoins, de ses envies. Il écoutait peu, pas du tout même. Elle sentait déjà un malaise, seulement après quelques jours. Puis il y a eu ce matin-là, un retard, une sensation inhabituelle. Elle a compris avant même de vérifier. Enceinte. La nouvelle l'a étrangement traversée sans panique, sans joie débordante non plus. Juste une évidence. Pour la première fois depuis longtemps, quelque chose faisait vraiment sens. Quand elle lui a annoncé, la réponse a été immédiate. Un refus net, sans nuance, sans question. Il ne voulait pas d'enfant, pas du tout. Ce jour-là, Angelina a vu clair. Elle a vu l'homme qu'il était vraiment. Froid, centré sur lui-même, incapable d'accueillir autre chose que ce qui le servait. Et en même temps, elle a ressenti quelque chose de nouveau. Une force déterminée. Cette grossesse était tout sauf un accident. C'était un appel. Pour la première fois, elle ne cherchait pas à être utile. Elle existait. Sans masque, sans rôle à tenir. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, ni comment, mais elle savait une chose. Elle avait de la valeur. Et cette valeur ne dépendait plus ni d'un travail, ni d'un homme, ni d'un regard extérieur. Elle était en train de créer la vie. Le face-à-face avait commencé. Chapitre 6. Le choix. Une semaine après leur retour de vacances, Angelina a compris que cet homme ne lui correspondait pas. Elle ne le connaissait pas. Il ne la regardait pas vraiment. Il ne l'écoutait pas. Il ne la reconnaissait pas. Mais cette fois, quelque chose avait changé. Pour la première fois de sa vie, elle ne cherchait plus à s'adapter. Elle lui a dit qu'elle garderait l'enfant, qu'il le veuille ou non. Pour la première fois de sa vie personnelle, elle n'a pas demandé. Elle a affirmé. L'homme a changé. Son visage s'est fermé, ses mots sont devenus durs. Son corps s'est tendu. Il parlait de lui, des contraintes, de liberté perdue, de ce que cela allait lui coûter. Angelina ne négociait pas. Elle savait. Alors la colère a pris le dessus. Le geste est parti sans prévenir. Il lui a mis un coup au visage. Le choc a été bref, la douleur vive. Mais ce n'est pas ça qu'elle a retenu. Ce qu'elle a ressenti à cet instant-là, c'est une clarté absolue. Ce geste était le dernier. Elle n'a pas crié. Elle n'a montré aucune réaction. Et dans ce silence,
Elle a choisi. Elle a attendu la nuit, le moment où il s'est endormi. Elle a rassemblé ses affaires lentement. Avant de passer la porte, elle a posé une main sur son ventre. L'être pur qui grandissait en elle lui avait appris une chose essentielle. Elle avait de la valeur. Elle n'était pas là pour s'effacer, ni pour être utile. Elle était une femme, une future mère. Elle est partie sans se retourner. Pour la première fois de sa vie, elle ne fuyait plus. Elle avançait, pour elle. Chapitre 7. La maison. Après son départ, Angelina était sûre d'elle. Elle savait que plus rien ne serait jamais comme avant. Parce que, pour la première fois de sa vie, elle avait fait un choix pour elle. Et ce choix avait tout débloqué. Elle avait gagné sa vie largement jusque-là. Elle n'avait jamais été dépendante de personne pour subvenir à ses besoins. Alors, elle a pris une décision. Quitter la grande ville. Cette ville dans laquelle elle s'était tant battue. Elle n'en voulait plus. Elle est partie pour un petit village de campagne, pas très loin, mais paisible. Un endroit qui lui rappelait son enfance, sans la dureté. Cette fois, elle était guidée par son cœur, et pour la première fois, elle l'écoutait sans crainte. Elle a trouvé une petite maison, 2 chambres, rien de plus, juste ce qu'il lui fallait. Fini les grands espaces tape à l'œil, fini les lieux conçus pour prouver quelque chose. Elle voulait autre chose, quelque chose de simple, de chaleureux. Un endroit où elle pourrait enfin être tout ce qu'elle n'avait jamais eu la chance de goûter. Un foyer, un lieu d'attention. Un endroit où l'amour serait une évidence. En franchissant le seuil de cette maison, Angelina a ressenti une paix nouvelle. Et cette paix-là, sans qu'elle le comprenne encore, serait la plus précieuse de toutes. Chapitre 8. Liberté. Une fois installée dans cette petite maison, Angelina n'a plus cherché à prouver quoi que ce soit. Elle voulait juste rester en paix. Faire de cet endroit un foyer à son image. La grande ville n'était pas loin, alors elle a recommencé à chercher du travail. Mais très vite, elle s'est heurtée aux mêmes obstacles. Son âge, sa grossesse. Et toujours cette même phrase, polie, prudente. Trop qualifiée, trop expérimentée. Les entreprises encore debout hésitaient, reculaient. Angelina n'a pas insisté. Pour la première fois, elle ne s'est pas battue contre ce refus. Elle a écouté ce qu'il disait. Si cela ne fonctionnait pas, ce n'était peut-être pas un échec. Elle avait toujours été autonome, elle avait toujours su décider. Alors elle a innové, elle a créé, elle a mis à profit ses compétences. Elle est devenue consultante financière, indépendante. Et presque aussitôt, quelque chose s'est débloqué. Ce qui était trop lourd pour être embauché est devenu précieux quand il s'agissait d'intervenir ponctuellement. Les mêmes entreprises qui avaient hésité étaient désormais soulagées de pouvoir faire appel à elle quand le besoin était là. Sa réputation la précédait. Le travail est revenu, naturellement. Dans cette épreuve, Angelina a trouvé bien plus qu'une solution. Elle a trouvé sa chance la plus grande, la liberté. La liberté de gérer son rythme, de travailler quand elle le souhaitait, de se reposer quand il le fallait, d'allier sa grossesse et la préparation de sa vie future. Elle gagnait bien sa vie, mais surtout, elle la vivait autrement, sans urgence, sans masque, sans fuite. Elle avançait en accord avec elle-même. Et ce nouvel équilibre, elle le savait déjà, allait changer bien plus que son quotidien. Il allait changer la femme et la mère qu'elle était en train de devenir. Chapitre 9. Luna. Le jour est arrivé. Celui où Angelina a donné la vie. Je ne me permettrai jamais de décrire ce qu'une femme ressent lors d'un accouchement, ni ce qu'elle vit lors des premiers jours qui le suivent. Je ne suis qu'un homme. Luna. Une petite fille. Si petite, si pure. L'être le plus doux et le plus lumineux que son monde ait jamais porté. Le reste n'avait plus d'importance. Puis le temps a passé, juste assez pour rentrer.
Angelina a franchi la porte de sa petite maison avec Luna dans les bras. Et là, tout a changé. La maison était prête. Chaque détail avait été pensé. Elle avait appris, lu, prévu. Elle savait quoi faire, en théorie. Mais cette fois, c'était réel. Luna était là, vivante, dépendante. Et Angelina aussi. Elles étaient seules, toutes les deux, face au monde. C'est là que les angoisses ont commencé, comme une vague lente. La peur de mal faire, la peur de manquer, la peur de transmettre, sans le vouloir, ce qu'elle avait elle-même subi. Elle pensait à son enfance, à la froideur, à l'absence, à tout ce qu'elle avait fui. Et maintenant, elle avait une responsabilité immense, offrir de l'amour, de la sécurité, de la présence, sans père aimant, sans modèle évident. Elle se demandait si elle serait suffisante, si l'amour pouvait vraiment réparer. Parfois, la peur la submergeait. Mais alors, il y avait Luna, sa chaleur, son regard. Et quelque chose se passait. Angelina prenait soin de sa fille avec une attention infinie. Chaque geste était rempli de la plus grande tendresse. Et sans le savoir, en prenant soin de Luna, elle prenait soin d'elle-même. Chaque fois qu'elle rassurait sa fille, quelque chose en elle se calmait. Chaque fois qu'elle offrait de la douceur, une ancienne blessure se refermait. La mère était en train de naître, et avec elle, l'enfant qu'Angelina avait été guérissait. Elle n'oubliait rien, mais elle transformait. L'amour qu'elle donnait était aussi celui qu'elle n'avait jamais reçu. Et dans cette maison simple, quelque chose prenait forme, une transmission différente. Angelina ne savait pas encore quelle femme elle deviendrait, mais elle savait une chose, elle ne reproduirait pas. Elle créerait, avec tout l'amour que son cœur contiendrait. Et cela suffirait. Chapitre 10. La plus belle des solitudes. Le temps a passé, Angelina a vieilli, son corps a changé. La fermeté s'est adoucie, la peau s'est marquée. La cellulite est apparue. Le corps sportif, discipliné, a laissé place à un corps qui a porté la vie, un corps qui a traversé, un corps qui a aimé. Elle ne se trouvait plus séduisante comme avant, elle se voyait autrement. Mais il y a eu cet homme, arrivé sans qu'elle s'y attende, sans promesse spectaculaire, sans exigence. Il l'a aimée telle qu'elle était, dès le premier regard. Il ne lui a jamais demandé de changer, jamais demandé d'être plus, jamais demandé d'être autre. Chaque jour, il la regardait avec des yeux pleins d'amour. Là où elle voyait des marques du temps, lui voyait la beauté de la grossesse qui avait mis au monde sa belle-fille parfaite. Là où elle voyait des rides, il voyait des rires, des expressions, des années vécues. Ses longs cheveux, désormais traversés de quelques mèches blanches, étaient pour lui la preuve qu'elle avait toujours tenu bon. Il aimait Angelina au-delà de son corps, il aimait son âme tout entière. Luna a grandi, dans l'amour inconditionnel, dans la sérénité. Angelina lui a offert l'enfance qu'elle aurait rêvé d'avoir, un foyer, de l'écoute, de la présence, des souvenirs de moments partagés. Son beau-père est arrivé tard dans sa vie, après l'adolescence, mais il a su trouver sa place, toujours présent quand il le fallait, toujours discret quand il le fallait aussi. Luna est devenue une sportive de haut niveau, épanouie. Elle n'avait rien à réparer, rien à fuir. Angelina et son mari vivent désormais dans cette petite maison de campagne, celle qu'elle avait choisie, celle où tout a commencé. Elle regarde parfois le chemin parcouru, avec beaucoup de gratitude. Angelina sourit en pensant à toutes les versions d'elle-même qu'elle a été. La petite fille au bâton, l'adolescente confuse, la femme efficace, la mère tremblante, la femme aimée. Elle sait aujourd'hui une chose. Sa solitude n'a jamais été une absence. Elle n'a été qu'un passage. Et cette solitude-là est devenue la plus belle histoire de sa vie. Remerciements. Évidemment, je veux remercier à nouveau ma mère, cette femme incroyable, forte, vivante. Merci d'avoir tenu.
Merci d'avoir aimé comme tu as su le faire. Je t'aime plus que tout. Merci d'exister exactement telle que tu es. Merci à toutes les femmes qui ont partagé ma vie, celles que j'ai aimées, celles qui m'ont bouleversé, celles qui m'ont appris. Vous êtes toutes incroyables. J'ai grandi à travers chacune de nos relations. Merci d'avoir façonné certains passages de ma vie d'homme. Merci à toutes les femmes qui liront cette histoire et qui se reconnaîtront peut-être dans quelques lignes. Vous êtes des reines. Et merci enfin à toutes celles que je n'ai pas encore rencontrées. Il me tarde de croiser vos regards, de partager vos histoires et de continuer à apprendre auprès de vous. Lorenzo Conticchio, tout droit réservé.